Bon, bienvenue à tous pour cet épisode du podcast Into Minds. Aujourd'hui, on reçoit un invité particulier, donc citoyen suisse d'origine iranienne, récemment revenu d'Iran, après avoir traversé une région en pleine tension suite à des attaques illégales des d'entités sionistes et des Américains. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Kouros. Merci. L'idée derrière l'épisode d'aujourd'hui, c'était qu'on on vit aujourd'hui une époque où on reçoit un tas d'informations sur ce qui se passe un peu partout dans le monde et on s'est rendu compte que, beaucoup des informations qu'on reçoit, soit elles sont remplies de propagande, soit elles sont complètement fausses et très très rarement on donne la parole aux personnes qui sont concernées. Donc on s'est dit: «Bah, c'est une période de tension, une période de certains pourraient même appeler de guerre entre, entre Israël et l'Iran, bah, c'est le moment de donner la parole à quelqu'un, qui a vécu là-bas, qui va là-bas régulièrement et qui comprend la culture iranienne. Donc je pense qu'on peut commencer avec, tout simplement, si tu peux nous parler un peu de toi, nous dire, nous aider à mieux te connaître, nous raconter un peu, quand, pourquoi, tu es venu t'installer en Suisse? Très bien, bonjour et merci encore une fois de me recevoir. Oui, je veux bien raconter un peu mon histoire. Donc, je m'appelle Kouros, euh, je suis né en Iran. J'ai vécu mes 17 premières années sous l'ancien régime avant la révolution iranienne, sous le régime du Shah. Donc, c'est un peu plutôt ça euh, qui était présent dans mon enfance, mes souvenirs d'enfance. Et après, donc, il y a eu cette révolution. 1979, j'avais 17 ans. Euh, et ça, c'était une nouvelle époque qui a démarré à ce moment-là. Un grand événement qui a quand même marqué toute notre vie jusqu'à aujourd'hui. Un très grand changement. Euh, à l'âge de 19 ans ou 20, je ne sais plus trop. euh, 3 ans, je dirais, après la Révolution et 2 ans après le début de la guerre Iran-Irak, j'ai dû une première fois quitter le pays et un peu fuir la guerre, mais avec simplement comme objectif de me rendre en Europe pour faire les études. Euh, Tout en même temps que la Révolution, pendant la Révolution, pendant une année, il y avait les universités qui avaient fermé parce qu'ils voulaient changer tout le système universitaire. Donc, ce qui a poussé pas mal de gens de mon âge à tenter leur chance à l'étranger. Donc, j'ai quitté le pays et c'est à l'âge de 19 ans que je suis arrivé en Suisse avec un premier passage en Allemagne. Je suis arrivé en Suisse et j'ai dû m'installer pour faire des études, notamment à l'école polytechnique de Lausanne. Et j'ai commencé, je vis en Suisse, donc étudiant, euh, sans statut particulier de réfugié et d'autres. Vraiment, je m'installais en Allemagne, même si je quittais IB Gaga en travers le Pakistan. En me déguisant en Bench avec toute une aventure comme ça, plusieurs journées de route à travers le Bretagne. Et après, finalement, arrivé en Allemagne quelques semaines après, où j'avais ta famille, et finalement en Suisse, pour démarrer cette nouvelle aventure, les études et ça. Et sans la langue, ni rien, toi, tout a recommencé à zéro. Le français, je parlais, j'ai eu la chance de parler déjà français, mais c'était un niveau enfance intense que je parlais avec les gens. Après, après j'ai dû saisir trop peu. Heureusement, bon, mais c'était aussi une raison pour laquelle j'ai choisi la Suisse. Comment est-ce que tu as trouvé l'accueil en Suisse quand tu es arrivé pour la première fois? Je pense qu'il a toujours été plutôt satisfait de l'accueil de la Suisse. Des gens, je crois, plutôt réservés, pas au busquer là, à te déstabiliser, à te, à te déranger. Donc ça reste très poli direct pour toi. Après, c'est pas non plus forcément toujours très chaleureux quand ça en seul, mais ça, bon, je n'ai rien du tout d'expérience
durant tous ces séjours, parce que finalement, j'ai fait la vraie pas fin de ma vie en Suisse. Je n'ai pas de souvenir d'avoir été malade, très malade, euh, très. Même si, effectivement, c'est cette étiquette d'Iran bivalent qui m'a joué le temps sur moi, le lancer un peu. Ouais, au final, je pense. Parce que les gens ici se pensent du pays et limite, je vais de la République islamique, donc je suis toujours en parlant de la miséricorde, quoi. Je suis face à celui-ci, mais ça passe pas tout. Et en parlant justement de la République islamique, quel souvenir tu gardes de cette période, de cette révolution? Parce que tu étais, j'imagine, tu disais 17 ans, c'est ça? C'est ça, donc moi, je ne comprenais pas, je n'étais pas quelqu'un intéressé par la politique. Je n'avais pas de soucis particuliers, mes parents non plus, on n'était pas dans la politique, on va dire ça. Donc on vivait, mon père est médecin, était médecin, donc on vivait une vie tranquille, ça se passait très bien. Et je découvrais un peu les raisons de la révolution en même temps que je la vivais, en fait. On se demandait qu'est-ce qui se passe. Enfin, pour quelqu'un de mon âge, je découvrais tout un peu sur le moment. Mais c'est surtout pas moi qui a fait la révolution. Je l'ai juste suivi. Euh, J'étais même plutôt euh, très discret, puisqu'il y avait pas mal de manifestations. Et de temps en temps, on allait quand même sur la rue pour voir ce qui se passe, mais j'étais celui qui partait en courant le premier quand les militaires se pointaient devant nous. Donc, j'ai pas trop euh, participé à cette évolution, mais tout le temps essayer de la comprendre. Il y avait un sentiment partagé par tout le monde pendant 6 mois, je dirais, ou une grande euphorie, comme quoi quelque chose d'énorme est en train d'arriver, on va retrouver notre liberté. Et tout un système avec tous ces problèmes va disparaître pour le mieux. Malheureusement, après 6 mois, les choses ont changé. C'est une révolution, hein, donc je veux dire, euh, tous ceux qui sont en place partent et d'autres viennent prendre la place. Ceux qui prennent la place n'ont pas forcément d'expérience. C'est pas forcément les plus adaptés ou les plus formés qui prennent les choses en main. Il y a un sentiment de révolte derrière cette révolution qui fait que des gens un peu durs se retrouvent aussi un peu euh, au pouvoir et puis ils commencent aussi à faire un peu peur autour d'eux. Donc il y a aussi ce genre de souvenirs qui me reste de cette époque-là où on passait de l'euphorie à oups, il y a quelque chose qui commence à tourner, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. Ouais, ouais, jolie idée. Un mélange d'euphorie, en même temps d'appréhension, de Voilà, et qu'est-ce que puis l'avenir nous réserve, quoi. et, et finalement, cette grande, oui, amitié ou atmosphère qu'il y avait sur la rue où tout le monde, tout d'un coup, faisait la fête ensemble pour avoir réussi à cette révolution. Tout d'un coup, commençait à déjà y avoir les premières confrontations entre bah, les différentes opinions et les différents et ceux qui étaient au pouvoir et certains autres qui restaient toujours fidèles à l'ancien régime, on va dire, ce genre de confrontation, ce qui est normal. Et aujourd'hui, tu continues à aller régulièrement en Iran. Qu'est-ce qui t'attire fondamentalement là-bas? Est-ce que c'est la culture qui te manque, c'est la famille, c'est le sentiment d'appartenance malgré toutes les années passées ici? Ah, c'est sûr, déjà, j'ai jamais fait, en fait, c'est un peu naïf, mais j'ai jamais fait le choix de, d'immigrer, de vivre ma vie ailleurs. En fait, ça s'est fait comme ça, petit à petit dans le temps, sans que je réalise que oui, bah, en fait, c'est ce que j'ai fait en fin de compte. J'ai mené une grande partie de ma vie en Suisse. Donc, finalement, dans ma tête et dans mon cœur, j'ai jamais été détaché de mon pays. Mais évidemment que plus le temps passe, plus j'ai envie de renouer, me retrouver les miens là-bas. Il y a surtout ça. J'aime beaucoup, effectivement, la culture. J'aime beaucoup mes amis encore, la famille, tout l'esprit qui règne là-bas.
C'est un pays intéressant même pour les touristes. Je pense que c'est quand même un pays différent. C'est pas un pays, on va dire, très similaire aux autres, donc on y vit un peu autrement, ce qui me plaît. Et il y a aussi finalement une autre bonne raison, c'est que j'ai envie à un moment donné, de donner aussi un peu quelque chose en retour à mon pays, ce que je n'ai pas eu l'occasion de faire jusqu'ici. Donc, je cherche toujours un peu des opportunités, des occasions pour voir si je peux faire aussi quelque chose euh, pour, pour rendre quelque chose à mon pays qui finalement, que j'ai quitté, que j'ai abandonné, dire, toutes ces années-là. Est-ce que c'est vraiment un abandon? C'est si tu prends le temps d'aller découvrir le reste du monde pour ensuite apporter quelque chose qui va être utile C'est ça, aux citoyens, c'est certainement. Après, j'aurais dû rentrer peut-être un peu plus tôt pour faire ça. Normalement, on fait les études, puis après, on rentre travailler au pays, ou alors on fait ses premières expériences. Mais moi, finalement, ça s'est un peu aujourd'hui. terminé comme ça. Aujourd'hui, quand tu poses les pieds en Iran, émotionnellement, c'est quoi? Est-ce que tu as une sensation d'apaisement, retour au foyer, ou est-ce qu'avec ce qui se passe autour de nous, c'est un sentiment de tension, ou c'est comment ça se manifeste? Alors, en temps normal, oui. En temps normal, quand je retourne en Iran, je suis content. Et ça commence déjà par le chauffeur de taxi qui m'amène. Là, bon, à Téhéran, c'est une grande ville et le trafic est assez intense. Donc, tu passes déjà une première heure avec le chauffeur de taxi. Et déjà, rien que là, j'ai toute envie de partager avec rien que le chauffeur de taxi. J'ai envie qu'il me raconte sa vie. J'ai envie, moi, de lui raconter des choses. Donc, oui, et j'y vais vraiment avec une joie dans le cœur comme ça. Maintenant, la situation est différente, en effet, puisque c'est pas la seule fois où j'ai eu ce genre de tension dans le pays. Donc, il y a quelques années en arrière, il y avait aussi ces manifestations pour ce mouvement de femmes, vie, liberté. Il se trouve que j'étais aussi en Iran, puis c'était aussi de nouveau un problème. Il fallait faire attention de pas se retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit, pas se faire arrêter, ou alors les vols étaient annulés pendant un certain temps. Il y avait aussi, j'étais aussi en Iran quand il y a eu déjà les premiers échanges de missiles avec les Israéliens, mais Enfin, les 2 jours, bien plus tôt. voilà, c'est ça. Quand il y a eu, euh, je ne sais plus quand c'était, est-ce que ça fait une année? Probablement, oui, ça fait, je me souviens, une année quand il y a eu euh, euh, l'attaque des Israéliens vers l'ambassade iranienne en Syrie, et la riposte israélienne qui a fait qu'il y a eu des échanges de missiles et une riposte israélienne qui fait que les aéroports de nouveau ont fermé, et puis que je me suis retrouvé un peu coincé pendant un certain temps. Ouais. Donc, si la situation le permet, tout se passe bien, mais à chaque fois, il y a visiblement quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, tu vis entre la Suisse et l'Iran et je me demande, est-ce que ça t'a donné un... J'imagine que ça a dû te donner une vision très différente de ce que ça signifie d'être iranien, le fait d'être ancré et entouré d'une autre culture. Ça donne une vision différente de sa propre culture quand on est tout le temps en train de côtoyer autrui. Comment est-ce que tu te vois en tant qu'Iranien maintenant, avec toute cette expérience que tu as en Suisse, en Europe? Je pense que euh, on, on s'y perd un petit peu, on perd un peu son identité, on sait plus ce qu'on est. Enfin, j'entends ça aussi beaucoup de mes amis. Mais euh, je regarde, en tout cas maintenant, je regarde l'Iran, mes origines, avec un regard enthousiaste. Et ce qui vient aussi du fait que ce pays est en difficulté maintenant. En fait, on est dans une période très incertaine et dangereuse de notre existence, on va dire. Et donc, en fait, il y a aussi un côté, euh, je me soucie de mon pays aussi, donc je veux absolument me battre pour que ce pays tienne, que cette culture tienne.
tellement, tellement la violence en face est grande, quoi. Tellement ces violences qu'on subit de la part on va dire, des Israéliens, des Américains et autres, que finalement, c'est comme je sais pas si je vais dire, un enfant qui veut protéger son papa ou un papa qui veut protéger son enfant, mais Et ben image. on s'accroche à Et ben pays. et puis tu as mentionné le mot culture en parlant de l'attaque israélienne. Donc c'est pas juste que, Israël ou l'entité sioniste, elle attaque le territoire, iranien, elle attaque les civils iraniens. C'est même qu'on a l'impression qu'elle s'attaque même à la culture. Elle essaye même de changer quelque chose à la culture iranienne. Je sais pas si elle s'attaque directement à la culture, mais elle s'attaque à l'existence du pays et le projet sioniste, c'est un projet avoué qu'ils ont publié, enfin, je pense que c'est publié dans Jerusalem Post. Et on voit un peu le plan israélien pour l'Iran, c'est effectivement se débarrasser du régime actuel, mais après, peut-être instaurer un autre système, mais ça ne s'arrête pas là. Et ils souhaitent, dans l'idéal, que le pays soit coupé en 2, 3, 4 pour ne plus avoir de grands pays face à eux dans la région. Et ça a été commenté et confirmé par d'autres du gouvernement israélien. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils puissent aller jusque-là ou qu'ils aient le soutien, par exemple, des États-Unis pour aller aussi loin. Mais le risque est là et avec tout ce qui se passe, on peut enfin, en tout cas, c'est ma plus grande crainte en ce moment. Est-ce que, puisque finalement, des histoires de guerre et de conflits, on en aura toujours. Et puis après, on passe peut-être à une autre époque, et après, on repart. Mais si le pays se retrouve divisé en 4 et tout est perdu. Voilà, après, c'est plus le même pays. On a pas mal d'expériences similaires dans la région. On sait tous la Libye, la Syrie, tout ça. C'est pas joli ce qui se passe. L'Irak ou non plus. Donc, on veut surtout pas en arriver là. Ah non, clairement, c'est comme ça que procèdent les colonisateurs depuis la nuit des temps. C'est diviser pour mieux régner, c'est balkaniser, c'est séparer les gens. Et ouais, effectivement, on l'a vu en Libye, on l'a vu en Syrie, mais on pourrait parler de toute l'histoire de la colonisation depuis que ça a commencé jusqu'à maintenant, ce qu'on appelle la néocolonisation. C'est toujours la même chose. C'est diviser, créer des frontières là où il n'y en a pas. Et c'est exactement aussi ma compréhension de ce que nous font subir, on va dire, les Américains, les Israéliens et peut-être maintenant aussi un peu les Européens. Euh, Tu me demandais sur mes souvenirs de la guerre, bah, ça peut faire aussi un peu pour transition. Cette partie-là, c'est que ça fait aussi partie de mes souvenirs que quand il y a eu la guerre Iran-Irak, le monde entier s'est aligné derrière Saddam là, contre les Iraniens. Et les Français fournissaient des armes, prêtaient des armes aux, oui, aux Irakiens, les Allemands aussi, enfin, les Américains, tout le monde. Donc, j'ai aussi gardé ce souvenir de, d'un pays qui doit finalement tout seul Ouais. se battre contre le monde entier. Et 44 ans plus tard, bah, j'ai de nouveau le même sentiment qui revient, puisque j'ai l'impression que je me retrouve de nouveau dans le même schéma où il y a le monde entier contre l'Iran. Peut-être qu'on y arrivera de comment ça s'est passé, les réactions européennes, occidentales après l'attaque israélienne. Je ne peux pas en parler tout de suite, mais Mhm. on y reviendra. Ah non, c'est sûr qu'il y a il y a une espèce de sentiment d'injustice et d'hypocrisie quand on voit le traitement qui est fait vis-à-vis de l'Iran, surtout quand on connaît l'histoire de l'Iran, quand on voit que effectivement personne ne les a aidés pendant la guerre Iran-Irak, au contraire, tout le monde s'est ligué contre eux. Et aujourd'hui, quand on les voit essayer de mettre en place des mécanismes de défense, le monde qui s'offusque et qui dit non, mais pourquoi? Parce que personne ne nous aide si on ne le fait pas nous-mêmes. Donc ouais, il y a clairement une espèce Il y a- d'hypocrisie sur le sujet. il y avait c'était notre ministre des Affaires étrangères à l'époque, Zarif, qui disait ça d'un bon taux à un moment donné face aux Américains, quand on était accusé d'avoir notre propre programme d'armement. Ouais. Euh,
il disait avec une certaine rage que pendant la guerre Iran-Irak, on était là en train de vous mendier. On était là en train de vous mendier. Donnez-nous un minimum d'armement qu'on puisse. Et là, on veut plus jamais se voir en train de mendier. euh, et c'est tout à fait légitime qu'on puisse avoir nos propres. Et C'est ça. est-ce que tu penses que l'Iran avait mendié à l'époque? Je pense que, je sais pas, moi je n'ai pas je pense que l'Iran cherchait par tous les moyens à obtenir des armes et c'était pas facile parce que justement tout le monde était dans le camp face. Mais après, les vendeurs d'armes, je pense que c'était les Libyens, sauf erreur, qui avaient aidé un peu les Iraniens en revendant des armes soviétiques aux Iraniens. C'était un peu comme ça qu'ils ont eu les premiers missiles. Oui, enfin, je sais que c'était difficile pour eux pour mendier dans le sens, être complètement, sans solution pour se procurer des armes et puis après pas mendier dans le sens, se mettre à genoux devant les Américains. Non, ça c'était surtout pas le cas puisque bon, après il y avait aussi une histoire quand même qui me revient, c'était quand même il y avait aussi, des vents enfin tout un une vente militaire, d'armement américain a été fait par les Israéliens à Iran à l'époque. Donc, enfin, après, si on va derrière les décors, c'est encore beaucoup plus compliqué. Mais bon, ça, je vais mettre ça sur le compte des marchands d'armes qui font des combines dans tous les sens. Si on passe à une deuxième partie, je vais qu'on rentre un peu plus dans le détail de l'Iran aujourd'hui. On laisse le passé pour l'instant et qu'on prenne un peu une vision de l'intérieur. Comment est-ce que tu décrirais la vie, le, ouais, comment tu décrirais la vie quotidienne en Iran aujourd'hui? Parce qu'on a cette vision occidentale qui nous parle constamment de répression, d'oppression. Mais toi, tu y as été récemment, tu y es régulièrement. Comment est-ce que tu vois la chose de l'intérieur? Alors, certainement que répression n'est pas le premier mot qui me vient en tête quand je vais en Iran. Donc, euh, je pense que je vois les gens mener leur vie normalement. Euh, Je pense que les gens profitent de leur vie quand même. Ils sont très présents partout, qu'il s'agisse dans le monde du travail, dans les universités, dans les jardins publics, quand tu dois te promener en ville, etc. C'est toujours bourré de monde, à population donc augmentée. Et tu vois tout ça, enfin tout se passe très normalement. En fait, tu vois plein de gens qui soit s'amusent, soit travaillent. Il n'y a rien euh, de très différent finalement. Oui, là, il y a une certaine répression qui existe, mais tu peux dans le sens que si tu prends des risques, si tu veux aller un peu chercher les limites, tu risques de te confronter à un moment donné à certaines répressions, mais c'est pas, je veux dire, une répression arbitraire comme ça. Heu, si tu si tout est en ordre, tu auras pas forcément ce genre de problème, je dirais. Tout dépend de ce que tu fais, comment tu te comportes en public, ce genre de choses. Après, je pense que malgré tout, les gens, ça c'est mon image à moi. Et je dois quand même le dire que beaucoup de gens qui vivent sur place sont mécontents aussi d'une certaine répression. On connaît les histoires ici aussi, mais ici simplement c'est multiplié par 10 et 100. C'est cette recherche un peu de la laïcité, on va dire, pour le hijab et tout ça, les filles et tout ça. Oui, ok. Il y a eu quand même pas mal de clashs, il y a eu quand même pas mal d'émeutes, etc. Il y a eu des répressions. Et voilà, ça c'est, on va dire, autre chose. On va dire, c'est quand même des mouvements qui arrivent, qui cherchent, enfin, le pays je pense que le pays va continuer à se chercher finalement. On ne sait pas ce que ça va donner. La République islamique est restée en place pendant 47 ans, 48 ans, je ne sais pas combien d'années, mais va devoir aussi s'adapter ou alors amener des changements. Donc les changements viennent un peu au gré de ces manifestations aussi. En soi, ça me choque pas tellement qu'il y ait
du conflit ou des différences d'opinion en interne. Il n'y a pas un pays qui a une population homogène et qui pense de la même manière sur toute la population. C'est ce qui m'a toujours, moi, attristé, pas choqué, parce que ça m'étonne pas vraiment. C'est plutôt le traitement externe qu'on fait des informations ou des faits comme ce qui s'est passé pour le voile en Iran. C'est le fait qu'en Europe, en Occident, aux États-Unis, on va traiter ça comme si c'était quelque chose d'extrêmement rare, quelque chose qui n'arrive qu'en Iran, alors qu'on a la même chose en Europe. En Europe, il y a plein de divergences sur plein d'opinions. Il y a des débuts de révolution qui arrivent quasiment tous les ans. En France, on a eu les Gilets jaunes. Aux États-Unis, il y en a quasiment tous les 2 ou 3 ans, des révoltes de ce type-là. Donc, ouais, c'est Oui, un mais traitement différentiel qui est fait, en fait. une répression policière, on va dire, de force, on en a vu plein d'images et c'est ce que disent beaucoup, enfin le régime iranien mentionne souvent. Il le montre volontiers aussi à la télé iranienne, et c'est pas des enfants de cœur non plus quand ils arrêtent les manifestants, qui veulent défendre la cause palestinienne et cetera. Rien que pour quelque chose qui en soi, Liberté d'expression. à nos yeux, tout le monde devrait faire ça. Je veux dire, c'est pas qui revendiquent des choses, extravagantes ou extraordinaires. Donc bien que pour ça, ils peuvent se retrouver, face à une violence policière, et emprisonnement et cetera. Non, absolument, on les a vus Oui. aussi, c'est bon. Juste aujourd'hui, par rapport au voile et les femmes iraniennes, quand tu visites là-bas, enfin, quelle est la situation par rapport à l'imposition du voile? Qu'est-ce que toi, tu Alors, constates? moi, vous connaissez probablement l'histoire qu'à oh bon, je vais plutôt à Téhéran. Déjà, j'imagine qu'à Téhéran, c'est déjà très différent des villages, hein. Je vais pas dans les villages, donc j'imagine que là-bas, tu as encore des gens qui respectent, enfin, la tradition encore l'emporte. À Téhéran, bah, au nord, centre et nord, c'est un peu là où il y a la couche plus aisée. Bah, franchement, là, tu as énormément de femmes sans voile, qui, n'ont pas l'air de se faire, accoster par les gens du régime, enfin les gardiens. Par contre, il y a un système de contrôle, heu, des conducteurs de voitures avec, via des caméras. Donc, en fait, ils flashent les voitures enfin, qui ont des femmes non voilées, et tu reçois une amende à la maison avec, un avertissement que si ça se répétait, ta voiture serait confisquée et cetera. Ils essayent, heu, de un peu contenir la situation avec ce genre de menaces. Mais je pense qu'ils ont aussi voulu passer des lois. Ils ont passé des lois que le gouvernement a refusé de pratiquer en disant: «Non, on peut pas faire ça». Donc il y a quand même un souci aussi que ça ne dérape pas. En gros, je pense que le régime cherche à mettre en place quelque chose pour contenir un peu la situation, pour pas que ça devienne n'importe quoi, sans trop de nouveau affronter de face et recréer des émeutes. Mais tout ça, c'est un peu quand même, on va dire des excuses, c'est-à-dire finalement, c'est pour détourner l'attention, y compris enfin dans les 2 sens. Moi, je trouve aussi que j'aurais préféré que la République islamique mette l'accent sur autre chose que de combattre, par exemple, le problème de hijab. D'abord, heu, attaquer les vrais problèmes de la société, les vrais problèmes qu'il y a dans le pays avant de parce que finalement, tu as l'impression un peu que c'est un peu, une sorte de ligne rouge, mais qui finalement, à mes yeux en tout cas, puisque je suis plutôt laïque, ne porte pas d'intérêt. C'est-à-dire, on devrait je pense que pour un peu avoir le peuple derrière, il faut aussi un peu, mieux se comporter un peu avec un peu plus aussi heu, de bienveillance vis-à-vis de la population, pour pas que ça donne que cette image-là de l'islam qui est là pour, arrêter, pour emprisonner ou ce genre de truc. Donc je pense que j'aurais préféré qu'il y ait un peu moins,
d'énergie qui soit mise sur ces choses-là et un peu plus sur le reste. Je pense que en fin de compte, s'il y a une grande insatisfaction en Iran, c'est économique avant tout, parce que voilà, quand il n'y a pas l'économie, personne n'est content. Et après, c'est une certaine limitation des libertés individuelles, mais qui a fortement baissé. La République islamique n'a pas toujours été comme ça. Donc, je veux dire, les libertés individuelles, etc. Moi, je me souviens quand même des années où tu, tu pouvais même à tout moment avoir de la visite chez toi et puis te faire contrôler sur ce que tu es en train de faire, si tu es en train de boire de l'alcool ou pas, etc. Maintenant, à moins qu'il y ait une autre raison qui rentre chez toi et qui découvre ça, mais tu n'y es plus dans ce genre de délire. Mais bon, je pense on parle, enfin, je le, j'ai pas mal de critiques vis-à-vis de la gestion, on va dire, du comportement du régime islamique en Iran. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas tellement le propos, parce que ça, bah, voilà, on disait, tout le monde a des problèmes, les Iraniens doivent avoir aussi leurs problèmes, et certainement qu'il faut améliorer les choses. Mais là, enfin, en tout cas, si je suis venu là pour témoigner, c'était pas pour avoir un témoignage qui finalement va de nouveau ressembler à ce qu'on aime beaucoup raconter ici, c'est-à-dire ce qui va pas dans la République islamique. Mais j'aurais envie de plutôt parler de ce qui va pas dans la vision que les gens ici ont de l'Iran et le comportement que les pays ici ont avec le régime iranien. Et je comprends, et en même temps, je trouve que ça a son utilité d'avoir un citoyen iranien qui est capable de poser une critique objective, ou en tout cas, ce qu'il lui pense être objectif, sur l'état de son pays. Et en soi, moi, ce que je retiens derrière ça, c'est que, ouais, la République islamique, elle est pas parfaite, mais quel État, quel pays aujourd'hui peut se prétendre être parfait, ne pas avoir de défis, ne pas avoir de challenge, ne pas avoir de problème? Ils ont jamais prétendu être parfaits. Et en même temps, la question que je me pose quand j'entends, ces critiques et d'autres critiques, c'est: est-ce qu'à l'intérieur en Iran, est-ce que la population iranienne, est-ce qu'elle est consciente, par exemple, quand on parle des problèmes économiques? Est-ce qu'elle est consciente du fait qu'une grande partie de ces problèmes-là, c'est lié au blocus extérieur, c'est lié en fait, pas uniquement des problèmes en interne, mais aussi à une volonté extérieure de détruire ce pays? Oui, ça vient souvent comme première justification en matière déjà par les autorités qui disent que on est sous sanction depuis des années. Alors, on est un peu un pays qui ne peut pas du tout exploiter toute sa richesse et autres. Euh, Il y a quand même, je sais pas, moi personnellement, je sais pas quoi en penser, et c'est certainement une partie de la vérité. Mais il y a une grande partie aussi, et c'est des débats en interne. Il y a un peu ce genre de débat, on les voit même à la télé iranienne pour donner aussi un feedback sur qu'il y a quand même des débats et des discussions de ce type-là qu'on peut voir à la télévision, où les gens ne sont pas d'accord, puis ils s'accusent mutuellement, ils critiquent le gouvernement en disant que vous êtes en train de profiter de cette excuse de Déni d'extérieur. voilà, pour cacher vos incompétences et la corruption qui règne. Et la corruption, on peut même en parler à la télévision. Et il est vrai que tu sais plus où finalement, mais très, très logiquement, c'est un cumul des deux. C'est un problème de gestion, problème de corruption, et aussi. Mais alors après, les problèmes de gestion de corruption peuvent aussi être la conséquence de nouveau Dieu sait quoi, d'une politique étrangère, de nos ennemis. Je veux dire, sans, s'ils ne seraient pas aussi intervenus dans notre vie, dans nos choix, dans notre pays, peut-être que les choses ne seraient pas du tout passées comme ça. En dehors des sanctions, ils ont fait aussi pas mal d'autres choses à tout moment de notre histoire qui font on est là où on en est. Donc, je veux dire, ça va très loin, je pense, Ouais. le, les causes ou alors des signes peut-être des conséquences de toute cette politique menée par les pro-occidentaux, on va dire.
vers l'Iran. Si je rebondis, plutôt si je passe du côté humain, de toute cette, question des sanctions, de la pression extérieure, c'est quoi les choses qui t'ont le plus surpris quand tu retournes en Iran? Qu'est-ce qui te surprend le plus dans la manière dont les Iraniens eux-mêmes, ils s'adaptent au quotidien malgré les sanctions, malgré les blocus, malgré la menace de guerre, permanente, l'instabilité constante? Est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent vraiment dans la façon dont les Iraniens le vivent? Je n'ai pas d'exemple ou d'anecdote précise à raconter, mais peut-être oui, de nouveau, c'est un peu peut-être ça simplement. C'est-à-dire qu'avec la vision ou le discours que tu as ici, tu penses que tu vas te retrouver avec un pays qui fonctionne pas ou avec des gens vraiment très malheureux sur la rue, etc. Alors que c'est ça qui est surprenant. Enfin, la surprise, c'est ça, c'est que tu arrives et tu vois que non, finalement, oui. Alors, il y a peut-être autour de là où j'habite, peut-être que c'est forcément des gens plus aisés et puis on voit moins les problèmes économiques et autres. Mais même quand tu vas au centre-ville, etc., tu ne vois pas forcément tous ces signes de, de désastre, comme on veut le décrire ici. Je pense qu'il y a des familles qui sont devenues plus pauvres et qui mangent moins bien, qui se nourrissent moins bien, qui ont plus de problèmes à la fin du mois, mais ça se voit pas non plus comme ça sur la rue. Oh, on voit un peu de mendicité, mais comme on en voit un peu partout. Donc j'arriverai pas ça c'est pas si manifeste que ça pour moi, là. Mais c'est ça que je trouve, surprenant en fait, c'est l'absence de, c'est l'absence dans ta mémoire de faits surprenants, alors que toute la situation autour est plus que surprenante. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de guerre ou quasi-guerre, situation de blocus, de sanctions qui dure depuis des dizaines d'années, et pourtant on a l'impression à t'écouter que, bon, c'est comme si de rien n'était, le peuple iranien vit tout à fait normalement. Donc c'est qu'ils ont réussi à développer une forme de résilience, ou alors il y a une forme de solidarité à l'intérieur de l'Iran qui ressemble pas à ce qu'on a à l'extérieur, en fait. Les gens se sont endurcis dans le temps, ayant vécu la guerre une révolution, la guerre Iran-Irak, plein d'autres événements et cetera. À un moment donné, ça devient un peu ça fait partie de leur, ils sont plus, choqués par grand chose, quoi. Et ils arrivent à Si je peux juste intervenir, je sais que je suis juste le technicien, mais comme j'ai visité l'Iran plusieurs fois et je suis d'origine pakistanaise, donc je me déplace aussi régulièrement au Pakistan. Moi, ce qui me surprend avec l'Iran et quand je compare avec le Pakistan, c'est donc je passe la plupart de mon temps à Karachi. J'ai aussi été à Téhéran, donc ces deux grandes villes. Et vraiment, la qualité de vie en Téhéran, je dirais, bien supérieure que la qualité de vie à Karachi, que ce soit en termes d'infrastructure, transport public, la qualité des routes. À Karachi, on a des problèmes, on a des coupures d'eau, de coupures d'électricité régulières. En hiver, le gaz, c'est seulement quelques heures pendant la journée. Alors qu'à Téhéran, je vois pas tout ça. Il y a un métro, un système de métro très moderne. Heu, tout semble fonctionner bien et je dis souvent aux Iraniens qui se plaignent que je rencontre là-bas: «Mais, va vivre 3 mois à Karachi, tu verras et tu pourras mieux apprécier la qualité de vie que ton pays t'offre». Mmh. Et là, on parle que de l'aspect, logistique, technique dans le pays. Moi, ce qui me surprend vraiment quand je vois la situation en Iran, c'est c'est la réaction des gens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'air paniqués, du tout. Même ceux qui perdent des enfants, on l'a vu dans plusieurs petits clips qui circulent, et des personnes qui ont perdu un papa, une maman, des enfants, et qui ne sont pas, détruits, en fait. Ils gardent une forme de résilience, peut-être on pourrait appeler ça une forme de foi, et ils restent vraiment solides face à, comme on l'a dit au début, face à un monde entier, en fait, qui s'est ligué contre eux. Il y avait une anecdote qu'on pourrait mettre là en parallèle. Alors ça n'a rien à voir avec la guerre, mais quand on a eu la période Covid, je me souviens d'avoir vu des clips d'Iraniens, et qui je trouvais très représentatifs de la culture, en tout cas de ce que moi je vois comme la culture iranienne. Je me souviens de clips de personnes du commun qui disaient: «Bah, on a plus de nourriture, on se retrouve en difficulté parce que
Covid et tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et il me disait: «Ouais, mais on va pas faire plus d'achats que nécessaire parce que si mon voisin souffre, bah, je vais souffrir avec lui». Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, remarquable d'avoir cette espèce de fraternité, de solidarité à l'intérieur d'un pays. Quand nous, en Occident, les gens se battaient pour, du papier toilette, je ne sais quoi, ça m'avait vraiment, épaté de voir ça dans un pays. Est-ce que c'est, représentatif de tout le pays? Je sais pas, mais je serais curieux de savoir si, est-ce que c'est quelque chose qui est, Oui, intégral à la culture du je pays? crois oui, je pense qu'il y a de ça, certainement. Mais je pense, c'est certainement pas le seul pays comme ça non plus, mais je pense qu'il y a, oui, cette idée de partage, et de solidarité qui existe certainement. En passant pendant le Covid, donc les sanctions, ils ont même pas autorisé, les tests de dépistage d'être, importés par l'Iran et donc ils ont dû développer ça eux-mêmes, en interne. Ouais. Ouais, ce qui est une réponse vraiment, flagrante à toute personne qui voudrait défendre l'idée que, les États-Unis ou l'Occident, fait la guerre au gouvernement iranien. Non, pas du tout. Le dépistage, c'est pas que pour le gouvernement. C'est vraiment une guerre qui est faite à tout un peuple et aux civils en particulier. Bon, si on rentre maintenant dans le vif du sujet, l'agression, israélienne et américaine et tu étais en Iran pendant les attaques israéliennes, quand elles ont commencé, heu, à ton avis, pourquoi Israël et maintenant les États-Unis, pourquoi est-ce qu'ils attaquent l'Iran? C'est quoi la raison derrière? Bon, je pense que, ce conflit existe déjà depuis pas mal d'années. Cet affrontement entre, États-Unis, Iran, Israël. États-Unis, Israël d'un côté, l'Iran de l'autre. Les Européens un peu entre deux, comme ça, on va dire, pas aussi loin. Heu, je pense qu'il y a faut après, oui, ce qui fait que c'est maintenant, je pense que c'est beaucoup basé sur le fait que de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire que tout ce l'axe de la résistance qui s'est affaibli, le Hezbollah, la Syrie, heu et bon, le Yémen tient encore, mais voilà, donc à un moment donné, comme il l'avait promis, et ça faisait partie d'un plan qui a été souvent annoncé, c'est qu'on va s'occuper de la région. Ils viennent américains. Les Américains, c'est on va d'abord s'occuper de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Libye, de Mali, truc, la Syrie, et le Liban, et après on finit avec l'Iran. Et c'est un peu dans cette mouvance-là. Maintenant, c'est quand même les Israéliens qui ont fait le geste. Et eux, ben, je pense que c'est la folie de Netanyahou, qui a un peu, en fin de carrière et n'ayant plus d'autres voies de sortie, il ne fait qu'en rajouter pour peut-être se sauver lui-même, mais aussi sortir avec un certain, quelques réussites pour que le peuple israélien, soit derrière lui, et cetera. Donc il essaie, d'aller aussi loin que possible dans ses folies. Est-ce que c'est vraiment de la folie? Ou est-ce que c'est, une tentative, d'essayer d'amener le grand méchant américain dans le jeu Oui, 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 il y a beaucoup de en ça. couvrant, en fait? Ouais. Bah, après, c'est très compliqué à déchiffrer la situation pour moi, hein, parce que je ne suis pas expert, mais oui, il y a beaucoup de ça. C'est finalement, tout ce que peut espérer, l'Israël, c'est que les États-Unis, rentrent, sur scène, et puis que la grande guerre éclate. Et pour en finir, avec le régime d'abord, mais encore une fois, pour aller plus loin et puis ça se trouve diviser le pays, puisqu'ils l'ont annoncé. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est, évidemment toute la enfin, tu es sur place, j'étais dans ton pays, imagine la situation, ben, tu pas en temps de guerre, tu es en temps de paix. Oui, il y a des problèmes, il y a la guerre dans la région, il y a il y a eu pas mal de guerres dans la région, menées par, l'Israël, mais nous, on n'était pas dans cette guerre, directe avec l'Israël. Que tout d'un coup, les nouvelles tombent, tu entends d'abord des bruits de bombes, et puis après les nouvelles tombent que toute une série de commandements de l'armée a été, éliminée, comme ça dès le premier jour, que les sites nucléaires ont été bombardés, que ci, que ça. C'est vraiment un grand choc,
En plus, tu vois, mon frère a vu même passer un objet, je sais pas ce que c'était, un drone, un missile, etc., qui a touché un bâtiment du quartier. Donc déjà, le choc et la compréhension, parce que les Iraniens étaient en train de négocier, mais d'où ça sort, enfin, tout d'un coup, pourquoi cette attaque? Et finalement, à travers tout ça, moi, c'est ça, c'est vraiment cette côté, je dirais, je sais pas, et j'ai envie de mettre un terme très moche, je veux dire dégueulasse, que ont ces Israéliens ou Américains et autres, ce côté mensonger, ce côté euh, de ils ont même tout fait pour que ça soit la surprise, pour que leur plan marche mieux. Ils ont été jusqu'à des mises en scène du côté américain avec les histoires des négociations en disant que si vous négociez pas, vous risquez on attaque vos. Donc les Iraniens ont un peu peut-être en train de se dire bon, on est en train de négocier, donc ils vont pas nous attaquer. Et du côté israélien, même, j'ai entendu dire que Netanyahou a eu même toute une histoire de. Il avait dit qu'il partait en vacances pour le mariage de son fils, etc., le jour même, pour justement que les Iraniens se disent tiens, aujourd'hui, visiblement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, avec tout ce genre de choses, ils viennent, mais bon, ça reste une stratégie pour le premier jour, mais je veux dire. Et après, la deuxième claque, bah, encore une fois, c'est de voir que l'opinion, enfin, des instances importantes, l'ONU, l'Agence de l'énergie atomique, plus des pays occidentaux, bon, américains, israéliens, de toute façon, c'est eux qui sont en train de bombarder. Mais les Européens, etc., comment ils réagissent à tout ça? Et c'est là où tu tournes des nues en te disant, mais enfin, on est arrivé à un système complètement aberrant. Et l'Occident a un peu perdu son âme, je sais pas. Mais on parle toujours du système, hein, on parle jamais du peuple. Il y a plein de gens intelligents en Europe, il y a plein de gens avec qui je discute qui sont contre tout ça. Mais on est tous pris dans ces systèmes complètement, on va dire, euh, quel terme il faut donner à ces gens-là, mais euh, qui s- des hypocrites qui ont complètement vidé le sens de tout ce qui existe comme valeur, comme institution démocratique, comme organisation internationale, etc. Il n'y a plus rien qui fonctionne, quoi. Et maintenant, c'est cash. Avant, c'était un peu enrobé de belles paroles. Maintenant, c'est carrément non. Euh, la France ose dire directement que la première réaction, c'est que Israël, on est derrière toi. Pour te défendre, t'inquiète pas. Les Allemands, ils disent merci aux Israéliens de faire le sale travail. Euh, L'agence a fait ça et plein d'autres pays, comme d'ailleurs la Suisse, condamnent l'utilisation d'armes contre les centrales nucléaires, mais sans mentionner Israël. On condamne l'utilisation des armes et on invite les deux parties à se calmer. Donc, on condamne en mettant le nom dessus. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. Pourquoi ce tabou, pourquoi ce délire, pourquoi ce mensonge, pourquoi cette hypocrisie, pourquoi cette injustice de ne pas dire on condamne l'Israël pour. Et non, parce qu'on veut bien quand même garder le label du grand méchant pour les Iraniens. Je pense que pendant qu'on est sur ce sujet, je vais juste jouer un clip, un extrait de RTS Info, la radio, et puis avoir ta réaction aussi là-dessus. Et dans l'actualité à l'étranger, l'Europe veut désamorcer le conflit entre Israël et l'Iran. Les informations sont encore officieuses. Les ministres des Affaires étrangères français, allemands et britanniques et la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, devraient se rendre demain à Genève pour des discussions avec leurs homologues iraniens. Pierre Benazet, on vous retrouve en direct de Bruxelles. Les Européens donnent de la voix depuis les frappes israéliennes contre l'Iran, mais l'espoir d'amener l'Iran à une solution négociée avec Israël se heurte à des dissensions au sein de l'Union européenne.
Oui, dans leur affichage diplomatique, France, Allemagne et Royaume-Uni présentent un front commun qui a été élaboré lors de conseils de défense dans les 3 capitales et surtout en marge de la réunion du G7 au Canada. Le plus frappant, c'est que tous les 3 sont sur la même ligne que l'Allemagne sur le fait qu'Israël a le droit à l'autodéfense. C'est pas le langage de Paris ni de Londres au sujet de la Palestine, mais ici, la crainte partagée du programme nucléaire iranien les rassemble autour d'une multiplication d'avertissements de risques de déstabilisation régionale. Il faut en revanche souligner que la chef de la diplomatie de l'UE, qui représente, elle, les 27, Kaya Kallas, n'évoque jamais un droit d'Israël à l'autodéfense. Nous ne pouvons pas être indulgents lorsque l'Iran accélère son programme nucléaire. C'est pourquoi nous sommes également d'accord pour dire que la solution diplomatique est le meilleur moyen de s'attaquer au programme nucléaire de l'Iran à long terme. Et l'Europe est prête à jouer son rôle. Kaya Kallas était hier soir devant les députés européens. Alors, ma réaction, c'est que c'est joli de prétendre à vouloir négocier et puis régler ça par voie diplomatique. Mais ceux qui ont toujours fait pour que ça ne marche pas, c'est bien les Européens et les Américains. Les Iraniens ont mené des négociations dans le passé, ont accepté, enfin, ont signé des accords et ont respecté leur engagement à eux. Et c'est le camp en face qui ne l'a pas fait. Donc, que, que, que demander les Iraniens? Simplement la levée des sanctions et pouvoir un peu prospérer avec leur économie, faire des échanges du business plus facilement avec l'Europe, avec l'Occident, n'importe. Et rien que pour ça, ils n'ont rien pu faire. Je veux dire, après signature des accords, ils n'ont pas bougé d'un doigt. Tous les systèmes de paiement étaient quand même bloqués parce que les Américains avaient leurs propres sanctions, qui n'étaient pas les sanctions des Nations Unies, mais les sanctions américaines. Cela n'était pas levé. Et donc, cet accord n'a rien amené aux Iraniens, que des promesses, alors que les Iraniens, eux, ont réduit leur enrichissement. Pendant 2 ans, je pense, en tout cas, ont attendu quand même ont donné le temps au camp adverse pour qu'ils viennent quand même avec certains résultats de ce qu'ils avaient promis de leur côté. Et ça s'est jamais fait. Et tout ça pour finir, pour que cet accord soit déchiré par M. Trump, qui maintenant dit que les Iraniens doivent négocier, alors qu'ils avaient un accord et les Iraniens n'enregistraient pas de l'uranium au-delà de ce qui était accepté dans l'accord. Donc tout ça, ce n'est que des arguments, c'est de la foutaise, c'est du bullshit comme eux-mêmes le disent. C'est que des excuses. Il n'y a pas, je pense que ça on l'a compris, il n'y a pas de menace d'armes atomiques venant de l'Iran. Il n'y a pas ni la menace, je veux dire concrète, des preuves comme quoi ils sont en train de le produire, ni de menace verbalisée. Jamais l'Iran a, malgré tout ce qu'on reproche au régime iranien, d'avoir menacé l'Israël d'effacer l'Israël de la carte, etc. Il y a eu des propos des fois un peu virulents de la part de nos extrémistes, comme un peu partout dans tous les pays. Les Israéliens ont aussi beaucoup de paroles du même type quand il le faut. Mais jamais les Iraniens n'ont jamais prononcé une seule fois leur ambition de dire peut-être que si jamais à telle et telle condition, on va utiliser l'arme nucléaire. Donc, il faut arrêter cette hypocrisie, encore une fois, et ce truc-là. Il n'y a aucun danger, ça n'a aucun sens, même que, je veux dire, on parle beaucoup de paroles, mais il faut surtout aller sur les actes. C'est là où on devient fou dans ce système. Qui sont les pays qui, depuis, je sais pas, 40 ans, sont en train de mener des guerres? Les Américains et les Israéliens. Donc, arrêtez de mettre l'Iran comme danger dans la région et même pour le monde. Pour le monde. Genre, l'Iran serait un danger pour le monde. C'est le seul pays du monde qui a utilisé la bombe atomique, Hiroshima et Nagasaki, qui ose donner des leçons de morale aux autres. C'est ça que je trouve incroyable. Ils arrivent en Irak, ils te détruisent tout le pays et ils font des millions de morts.
Et sous quel prétexte? Des armes, qu'il y avait pas et derrière quel événement? La démolition des tours par des Saoudiens, sauf erreur, c'était pas des Irakiens et l'Afghanistan, il commence par l'Afghanistan, pour je ne sais quelle raison et puis pour, donner ce que ça donne aujourd'hui, je veux dire. Ils interviennent partout dans une région qui ne leur appartient pas, ils détruisent tout, ils créent que des problèmes, c'est guerre derrière guerre, c'est violence derrière violence et après ils te prêchent la morale que toi tu es dangereux et puis lui il a le droit de se défendre et cetera. Alors que, je veux dire, là, je pense qu'à un moment donné, ça devient des facts, ça devient des faits. Je pense que toute personne devrait avoir déjà être arrivé à cette conclusion que tout ça, c'est de la foutaise, qu'il y a, que tout ça, il y a rien qui tient debout dans ce discours, que c'est clairement, sans vouloir partir dans des complications et des discussions, il y a un fautif, un coupable dans l'histoire, c'est l'Israël, qui a, qui a dépassé toutes les, enfin, qui a allé contre toutes les lois internationales, internationales et autres pour attaquer l'Iran, alors qu'on n'était pas dans un contexte de guerre avec eux directement, en tout cas. Tout simplement, sous prétexte qu'ils vont se défendre, et ils ont le droit de venir détruire tout ce qu'ils veulent chez nous, parce qu'ils veulent se défendre. Tout ça, je veux dire, encore une fois, il faut arrêter de discuter et de... À un moment donné, c'est des faits, c'est de la foutaise, point final. C'est de la Alors que foutaise. eux, ils ont l'arme nucléaire. C'est ça, bon. Et il y a le Samson Option, Mmh. dont on parle très peu, mais Ouais, le fait de répondre automatiquement à une attaque par quoi? Par des lancers de matériel nucléaire, c'est ça l'idée? Ouais. Ce que je trouve, en fait, moi, ce que ça m'inspire, cet audio-là, c'est que tout ce prétexte-là qui est utilisé d'empêcher la République islamique d'Iran d'atteindre le nucléaire militaire, comme on l'a dit, c'est des excuses, ils veulent même pas du nucléaire militaire. Mais ce que ça m'inspire, c'est une phrase qu'avait dit l'Ayatollah Khamenei et que je trouve vraiment sage, c'est qu'il dit que derrière, ce qui est caché derrière, c'est quoi? C'est que là, on va t'attaquer sur l'idée du nucléaire militaire. Et ensuite, on va te dire maintenant, le nucléaire civil, t'arrêtes ça aussi. Et puis derrière, c'est bon, le pied est mis dans l'engrenage. Maintenant que tu as retiré le nucléaire, je veux que tu retires les missiles. Et ensuite, je veux que tu fasses ce qu'on te demande de faire sur les droits, les libertés, que tu fasses comme à l'européenne. Exactement, exactement. Sans ça n'arrête jamais. C'est Derrière, c'est l'existence du pays en elle-même qui est remise en jeu, en fait. On est exactement à ce niveau-là. C'est-à-dire, pour l'accord sous Obama, ils ont accepté un certain taux d'enrichissement. Maintenant, tout ce que dit Trump, c'est zéro enrichissement. Ouais. On ne veut plus. Zéro. Et puis après, tu dis, ok, je vous donne aussi ça. Ils vont dire, tes missiles, zéro. C'est ça. Tu dis, mais attends, qui négocie sa défense? Qui négocie sa défense? Et après, et c'est quoi ce jugement qu'on porte sur l'Iran? Les missiles iraniens seraient on va dire une menace pour l'Europe, parce que oui, peut-être qu'ils pourraient atteindre l'Europe, mais est-ce qu'on peut imaginer, je veux dire, on n'est pas face, c'est ça, on veut donner un peu l'image de peut-être d'extrémistes, un peu genre des groupuscules un peu extrémistes comme le Daesh ou l'Al-Qaïda, tout ça, au régime iranien, alors que c'est un grand pays avec une institution, avec des diplomates, avec tout un système. Il ne va jamais envoyer ses missiles sur l'Europe parce que c'est des fous, mais ça n'existe pas, ça. Il faut arrêter ces conneries. Et si il y a une menace d'un pays vers l'autre, c'est encore une fois, je reviens sur cette histoire, s'il y a eu menace de la part entre Europe et l'Iran, c'était les avions de combat français prêtés à l'Irak, prêtés, même pas vendus, pour qu'ils viennent bombarder l'Iran. C'est les armes chimiques allemandes vendues aux Irakiens pour voir ce qu'on voit encore aujourd'hui en Iran, des gens qui ont souffert de ces armes chimiques, qui sont restés à vie en train de souffrir. Si on parlait, utilisés contre des populations civiles. sans parler des milliers de Kurdes qui ont subi les mêmes... Et voilà, donc ça, c'est des faits. C'est pas des paroles, c'est des faits. Juste là-dessus, un autre point qui est important à mentionner. Donc, quand Saddam a utilisé ses armes chimiques,
il y avait des discussions en interne en Iran de aussi produire des armes chimiques pour riposter. Et Imam Khomeini, qui était le guide suprême à l'époque, donc c'était le même fatwa que pour les armes nucléaires, que ce genre d'armes sont interdites dans l'islam, on ne peut pas permettre leur utilisation. Parce que ça attaque de manière non ciblée les populations civiles. Ce qu'on a entendu comme audio, tu sais, ça me fait penser à une conversation qu'on avait eue avec la représentante de l'envoyé des Nations Unies. Et, et je me souviens qu'on avait parlé du fait que, est-ce qu'en fait, aujourd'hui, il y a encore du droit international? Est-ce que ça existe encore ou c'est juste une fable? C'est juste une mythologie? On est vraiment à une époque où on a atteint une espèce de faillite morale. La morale n'existe plus. C'est celui qui t'attaque, et elle le dit dans la vidéo, elle dit Israël a le droit de s'auto-défendre. Mais c'est Israël qui attaque. On est arrivé à une espèce de monde dystopique, d'inversion des valeurs, où plus rien n'a de sens. C'est celui qui t'attaque qui te dit non mais reste tranquille pendant que je t'attaque. C'est vraiment devenu. Et puis, encore une fois, tout ce dont ils accusent l'Iran, c'est que des paroles et des intentions. Alors que de leur côté, il y a énormément d'actes avérés, des faits sur tout ce qu'ils ont fait de mal dans la région, comme guerre, comme assassinat. Ça fait combien d'années que les Israéliens, quand ils ont envie, ils viennent descendre nos scientifiques qui travaillent dans le nucléaire. C'est pas des militaires, c'est des scientifiques. Mais ils se permettent, tiens, non, il faut pas qu'ils aillent trop loin, tac, tac, tac. Bon, ça date pas d'années. Après, on dit, bon, le général Soleimani, tiens, celui-là, il commence à devenir trop encombrant. Mais ils ont fait ça. Après, ils ont N fois dû bombarder des positions en Syrie, alors qu'à l'époque où il y avait encore Bachar, sous prétexte que il faut pas que ça se mette en place, etc. Ça. Et tout ça, c'est des actes, c'est des faits, c'est pas des intentions, c'est des faits. Tout ça, c'est contre le droit international, contre tout le reste. Ouais, et cette histoire, on le sait bien, c'est pas moi qui vous l'apprends, mais cette histoire de légitime autodéfense, ça n'existe pas dans le vrai. Enfin, défense préventive ou préventive attaque, il n'existe pas dans le droit international. Sinon, tout le monde attaquerait tout le monde en disant avant qu'il m'attaque, je vais l'attaquer. Ce que je trouve que ça met aussi en valeur, et ce que ça révèle en particulier l'attaque des scientifiques dans le nucléaire iranien, c'est que derrière, il y a une vraie volonté de l'entité sioniste, des États-Unis de manière générale, en fait, pas seulement d'arrêter l'Iran, c'est d'empêcher le progrès humain dans son entièreté. Oui, parce que les scientifiques qui sont tués, c'est pas qu'en Iran, c'est aussi en Irak. Dès qu'il y a un nucléaire qui les dérange, un scientifique, on l'assassine. Donc c'est derrière, on veut pas que l'humanité progresse. Le chef du programme des missiles iraniens, Ouais. Tehrani, je pense, pour Vadam, était assassiné il y a bien des années en arrière aussi. Donc ils vont choper lui aussi parce qu'ils ont vu que l'industrie des missiles iraniens allait très loin. Enfin, avait le vent en poupe, donc ils ne sont pas gênés d'assassiner ces gamins. Ce qui fait beaucoup, beaucoup mal dans tout ce vécu aussi, qui m'a fait aussi beaucoup mal sur le moment, c'est finalement cette histoire de espions infiltrés en Iran. Et ça, c'est un peu, on va dire, le drame additionnel, c'est que tu te rends compte que il y a c'est ça qui fait peur, ça va parce que finalement, on résiste face à l'ennemi. Mais si c'est infiltré chez toi et plein d'espions. Et puis, c'est aussi pour dire, mais tout ça, c'est des complots quand même. Je veux dire, d'avoir autant d'espions sur place. Vous vous souvenez aussi du virus Stuxnet à l'époque pour détruire des installations. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent pour déstabiliser ce pays depuis toujours. Donc, et c'est des actes, et tout ça, c'est ouais, mais bon, oui, parce que les mots-là, c'est méchant, alors que eux, ouais, Israël, c'est bon, c'est gentil. Ils veulent, enfin, tout ça, c'est probablement aussi, faut que on n'en arrive pas un jour, et malheureusement, enfin, heureusement, c'est en train de le devenir de plus en plus, parce que moi, j'ai aussi l'impression qu'avec tous ces événements, de plus en plus, la question de la légitimité d'un État d'Israël en Palestine refait surface, parce que plus personne n'en parlait.
Mais maintenant, tout le monde, enfin, à force, en contrepartie de tout ce qu'ils font dans le monde, mais cette question revient un peu sur la scène. Mais en fait, vous êtes qui, vous, au fond, pour avoir autant de prétentions? Je regardais cette émission où il disait, mais enfin, vous voulez savoir qui est vraiment le détenteur de ces terres, la Palestine? Eh ben, je vais vous nommer le nom des premiers ministres israéliens depuis que l'Israël avait le jour. Et en fait, ils sont tous des noms polonais, russes, ukrainiens. Oui. Donc ouais, vous venez pas de là. Arrêtez de nous raconter des trucs. Ou on vous a parachuté là, OK, pourquoi pas, pour une Shoah, pour se faire excuser une Shoah dont nous, on n'y était pour rien. C'est aussi vos copains, allemands et enfin, cet Occident, qui a créé tous ces problèmes de Shoah et cetera. Les orientaux, on n'y est pour rien. Et pour vous faire excuser, vous faites ça, tu vois? Et ces trucs-là, enfin, beaucoup trop et maintenant, ces Allemands, ils osent refaire 2 fois leur erreur dans l'histoire. Une fois en faisant la Shoah contre, les Juifs et 2e fois en se rendant complice La deuxième génocide. de l'Israël contre un 2e génocide. J'étais franchement, vous êtes forts les Allemands, Ah, c'est ouais, une faillite morale, le fait que ces gouvernements après, encore une fois, même de reconnaître le génocide. et que, enfin, je sais pas qui va un jour voir ce qu'on raconte aujourd'hui, mais jamais je ne parle des populations. Je pense que, enfin, c'est ça le choc aussi, c'est que tu te dis, mais le peuple allemand, la culture allemande, enfin, ils ont aussi donné beaucoup à l'humanité en termes de scientifiques, de poètes, de musiciens, de toutes sortes. C'est des gens intelligents, mais tu te dis, mais on en est où? Pourquoi même ces pays-là sont complètement devenus vendus au système, vendus à ce système, quoi. Ça, c'est une question fascinante. Est-ce que c'est pas justement ça, cet éveil des peuples qui justifie pourquoi le monde entier essaie de faire disparaître l'Iran? Parce que la République islamique d'Iran, elle a cette volonté d'amener une forme d'éveil. Alors certains peuvent être d'accord ou pas avec, mais il y a une volonté qui est on veut éveiller les consciences. Et je me suis toujours demandé, est-ce que c'est pas vraiment ça la raison qui pousse Israël anti-sioniste, qui pousse les Américains à faire autant la guerre avec autant d'énergie et d'efforts et de volonté à l'Iran? C'est que derrière, il y a une guerre fondamentale qui oppose deux façons de voir l'existence. Oui. Il y a un pays, il y a un peuple qui pousse vers l'éveil des consciences où l'humanité doit avancer ensemble et progresser. Et on a de l'autre côté, on a l'impression, cette entité sioniste, c'est ce qu'on appelle ces États-Unis d'Amérique qui veulent en fait juste créer plus d'esclaves. Et créer en fait C'est ça. un groupe d'êtres humains qui n'ont aucune conscience, qui ne sont même plus capables aujourd'hui de dire là il y a un génocide. C'est quand même grave qu'on ait des peuples aujourd'hui, des gouvernements qui ne sont pas capables de se positionner euh, sur quelque chose qui est aussi flagrant, aussi évident que le génocide du peuple palestinien par exemple. Exactement, bah, c'est quelque part une fierté, aussi parce que j'ai un peu de la peine des fois à le dire parce que bon, j'ai pas mal de compatriotes qui sont, de nouveau, contre le régime et cetera et puis ils aiment pas non plus, tu vois? C'est enfin, je prends pas mal de distance avec eux sur ces choses-là. Je suis fier de mon pays, de savoir que c'est un pays qui peut prétendre tenir face à l'impérialisme américain dans la région. Quand tu regardes la carte de la région et que tu vois qu'il y a plein de points de bases militaires et tout ça juste, un trou au milieu et c'est l'Iran, bah, je suis fier. Bah, nous, on n'a pas vendu notre pays, notre âme aux Américains. Ils ont rien à faire chez nous. Si. Pardon, un peu chaud qui ça. Quand on parlait de propagande tout à l'heure, ça me fait toujours, comment dire, ça me fait toujours doucement sourire quand on utilise le mot régime pour parler de l'Iran. Est-ce que c'est pas même ça? Est-ce que c'est pas un effet Oui, de oui, la propagande? Pourquoi on parle de régime iranien, mais on parle de régime syrien, le régime Assad, mais on parle jamais de régime américain. Et On parle jamais de régime anglais, français. les journalistes de la RTS, c'est le régime des mollahs. Le régime des mollahs, exactement. Alors que régime,
De base, régime, si je me souviens bien, ça vient du latin regere, donc ça veut dire gouverner, diriger, c'est la loi. Ça, c'est pas un mot négatif, mais avec le temps, et surtout dans le monde, dans le contexte de la diplomatie, etc., ça a pris maintenant une connotation très péjorative et c'est utilisé pour parler de, en général, un gouvernement qui est trop autoritaire, qui est pas démocratique en général, et que c'est souvent pour dire bah, l'Iran est démocratique. Et d'ailleurs, c'est même, est-ce que c'est pas les États-Unis eux-mêmes qui ont assassiné l'un des présidents élus en Iran, Mossadegh, si je ne me trompe pas? Oui. Donc c'est pourquoi on parle de régime iranien? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire de république ou de démocratie? C'était pas un assassinat, c'était le Premier ministre qui était, il y a eu un coup d'État Un coup d'État, merci. et ils l'ont un peu mais oui, oui, mais oui et c'est de ça que je parlais tout à l'heure quand je disais que même nos problèmes enfin, pas mal d'autres problèmes de ce qu'on a aujourd'hui en Iran, c'est peut-être, pas dû aux sanctions de maintenant, mais à toute cette politique menée pendant des années. Peut-être que si à l'époque ils étaient pas intervenus bah, pour nous couper dans notre élan d'aller vers la démocratie, on serait un autre pays. Donc voilà, tout ça, à la fin, l'ayatollah Khomeini, encore une fois, moi je suis pas un défendeur de la République islamique ou prendre de la parole pour eux, etc. Mais je suis pas non plus un ennemi à toutes ces histoires. Moi, je regarde, j'en prends ce qui me plaît à chaque coin. Et je suis absolument d'accord avec l'État Khomeini, comme quoi il a bien trouvé le nom de grand Satan pour ces Américains. Alors de nouveau, on parle pas du peuple américain, on parle de... Mais il a dit juste, le grand Satan pour moi, si on veut parler de méchants dans ce monde, j'hésiterais entre les Anglais, enfin l'Angleterre et les États-Unis, parce que je pense que ce serait difficile de les départager. Mais en tout cas, eux, bah, l'Israël, avec tout ce qu'il fait déjà en ce moment, ça suffit pour lui donner un un bon titre de ce genre et il y en aura probablement pas mal d'autres avant d'arriver aux Iraniens. Donc arrêtons cette hypocrisie, je veux dire et ça, je pense encore une fois, je pense que c'est des faits. Je pense que tout le monde est arrivé à cette conclusion-là. Simplement que les médias ne veulent pas en parler, simplement que les gens ont peur de l'exprimer. Mais à mon avis, c'est clair comme la lune, c'est clair comme la lune. Tout le monde devrait être arrivé à cette conclusion, que s'il y a j'en vois N, j'ai déjà vu N émissions comme ça sur les chaînes, YouTube, un peu genre, tu vois, pas dans le mainstream, mais des gens qui disent: «Mais qui c'est qui les» bah, par exemple, Noam Chomsky, c'est ça. Il avait dit ça, il a dit ça. Il a dit, «S'il faut avoir peur s'il y a des méchants, c'est les Américains et Israéliens, ils sont plus dangereux pour le monde que les Iraniens». Heu, Et il était américain et juif. oui, Ouais, ouais. Noam Chomsky. il y a, comment il s'appelle le professeur américain aussi, qui est, Norman Finkelstein. Mmh? Norman Finkelstein. Non, il y en a encore un autre que je vois souvent, mais je plus enfin, heu, pardon, c'est un peu emballé. Noam Chomsky, je trouve très intéressant aussi pour tout ce qu'il a fait sur la fabrication du consentement. Oui. Et c'est vraiment très lié avec ce qu'on discute aujourd'hui. Comment on en est arrivé à avoir des peuples entiers des gouvernements entiers qui n'arrivent pas à se positionner du côté de la vérité et de la justice, c'est que derrière, il y a eu, comme tu le disais, un travail qui prend des décennies de fabrication du consentement, de destruction de l'éveil et de la conscience humaine pour réussir à arriver à cet état de faillite morale, en fait. On n'a plus de morale dans notre époque. Je sais pas je peux pas j'ai vu quelques images, comme ça des fois à la télé de manifestations, event qu'il y avait aux États-Unis pour célébrer je sais pas quoi, leur journée nationale et cetera. Les anciens présidents, ils viennent et puis ils s'allient et voir Bush junior, puisque l'autre il est mort, heu, comme ça venir, sympathique, rigoler, serrer la main, comme si, c'était, le gentil garçon à Jean. Et savoir ce que le sang qu'il a sur les mains, savoir ce qu'il a foutu comme bordel dans la région. Et puis de le voir comme ça impuni, en train de savourer, sa retraite, ça me rend fou. Ça me rend fou. Je dis: «Mais voilà, on n'a pas eu justice là». S'il y en a un que j'aimerais bien voir, devant un tribunal, c'est lui.
ce qui me rassure, c'est que je me dis qu'il y a toujours une justice après la mort, donc il y échappera pas de toute façon. Mais, tu sais, ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose. On a parlé, d'une des expressions qui a été, mis au devant de la scène internationale par les Iraniens, c'est le grand Satan, Ouais, pour évoquer les Américains. bah ouais, Il y voilà. a une deuxième expression que j'ai pas entendue ailleurs, c'est principalement les Iraniens qui l'utilisent et c'est le concept des arrogants. Et je trouve ça très intéressant quand les Iraniens, ils parlent, de leur résistance face au reste du monde, en particulier, d'Israël, des colonisateurs, des Américains, ils Oui, disent les arrogants. oui, oui, Et oui. je trouve ça intéressant parce que C'est l'arrogance mondiale, ouais. c'est exactement ça, c'est C'est le fort. Estekvar. Ce sont les gouvernements, qui ont utilisé la bombe atomique qui viennent te parler de nucléaire. Ce sont les gouvernements qui ne respectent pas le droit international qui viennent te parler, d'éthique, de morale. C'est les arrogants. C'est vraiment, je trouve, une expression qui est bien choisie, pour notre époque. Si 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 on en est si on en est maintenant dans ce sujet de la propagande, je veux qu'on passe à la partie suivante, pour parler un peu plus des médias et de l'opinion en Suisse. Ici en Suisse, on a les médias comme la RTS qui donnent surtout la parole à des opposants au gouvernement iranien. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu penses de ce fait-là? Bon, il y a ce problème, je sais pas, on peut voir sous 2 angles. Il y a ce problème que les médias comme la RTS n'osent pas inviter des gens qui parleraient vrai, contre l'Israël et cetera. Je sais pas si c'est de ça qu'on parle, mais ça, je pense qu'effectivement, comme partout en Europe, aux États-Unis et ailleurs, bah, on est dans ce système de censure où on peut pas, dans les mainstream, avoir ce genre de discours. Mais après, heu, sous l'autre angle, ces opposants, à l'étranger, n'existent pas tellement aux yeux des Iraniens, dans le sens où, je pense c'est aussi, connu finalement, on va dire, et ils se fatiguent pour rien à vouloir toujours mettre ces gens-là sur la scène, qu'il y aura ni les moudjahidines du peuple, ni le fils du roi, ni, ce genre de personnes qui vont venir, s'installer en Iran pour la suite, quoi. Parce que personne eux, ils ont pas de crédibilité. Donc tu dis qu'à l'intérieur de l'Iran, il y a c'est quoi Non, là, sur la vie, changement de le changement viendra de l'intérieur et c'est ce qu'on aimerait tous. Pourquoi, enfin non, c'est ce qu'en fait je peux pas parler au nom de tout le monde. C'est ce que moi j'aimerais et beaucoup de gens aimeraient aussi. Mais bon, oui, il y en a qui aimeraient bien que ce régime parte direct, que les Israéliens abattent tous nos dirigeants et puis qu'ils nous parachutent, le prince, pas à la vie et que ouf, débarrassé des mots-là. Il y a ce genre de discours aussi. Oui. et les personnes qui pensent comme ça, ils ont pas peur que, au final, l'Iran se transforme en une Libye, en une Syrie? Oui, pour moi, c'est un peu, être trop simpliste et naïf, évidemment. Mais je pense que ça cache déjà une certaine haine, qu'ils ont et puis après, ce que je ne comprends pas non plus, c'est comment ils peuvent, enfin, encore une fois, comment on peut faire confiance à la bienveillance, d'un Israël ou d'un États-Unis pour la suite, si jamais ils arrivaient à détrôner, l'ayatollah. C'est-à-dire, ils ont tout prouvé le contraire, hein, qu'ils ont dans toutes les situations, en fait, c'est leur intérêt qui compte et pas le nôtre. Pourquoi on donnerait notre destin à ces gens qui ont pas manqué de prouver qu'ils n'avaient aucune considération de nos intérêts, de notre ah oui, après, ils voudraient bien un petit pays gentil, enfin copain, mais complètement plié, et soumis à ce qu'eux voudraient faire avec ce pays, évidemment. Ce qui était plus ou moins le cas, à l'époque du Shah, j'imagine. C'était à ce moment-là. Le Shah, je pense que s'il a eu des problèmes vers la fin, c'est parce qu'il a commencé à tenir tête face à ces gens-là, parce que c'était aussi un patriote. Moi, je j'ai pas une, mauvaise image du Shah, de mon expérience. Je pense qu'il était patriote. Il a fait des erreurs. Il a fait beaucoup d'erreurs aussi. Mais même le Shah, les erreurs du Shah étaient à l'époque, même par moment, comment lui ont été créés par les Américains eux-mêmes. Le service secret iranien était créé par les Américains en Iran et a été fortifié. Ils poussaient le Shah à fortifier ses services secrets pour combattre le communisme. Et c'est ce même service secret qui est devenu un grand problème pour la liberté des Iraniens par la suite. Donc c'était pas une idée
qui est sorti de la tête du régime iranien de l'époque. C'était amené de nouveau comme cadeau par les Américains pour combattre les communistes. Donc l'idée derrière, c'est Bon, il y a quand même eu une grande répression contre les religieux par le Shah. Et justement, c'est en fait un des problèmes qu'on a, c'est que dans cette région, la religion a quand même un rôle important pour beaucoup de gens. Et quand les forces étrangères essaient d'intervenir, c'est de pousser, effacer la religion. On a vu ça en Turquie, on a vu ça dans d'autres pays. Et en Iran, la répression par le Shah était très, très forte. D'ailleurs, le guide suprême lui-même a été emprisonné plusieurs fois, torturé, ainsi que l'imam Khomeini qui a dû vivre en exil pendant de longues années. Donc, et c'est justement aussi peut-être pour ça qu'il y a eu cette réaction et que la révolution a pris la forme d'une révolution islamique avec le soutien du peuple. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Oui, je pense qu'il y a pas mal. Enfin, ça colle à une réalité que je connais. Malheureusement, ce que je peux rajouter, c'est que maintenant, il y a toute une discussion sur le fait que est-ce que ce même régime n'est pas plus violent face à ses euh, opposants pour la torture, l'emprisonnement, etc. Et que si à l'époque, ça se comptait par dizaines, maintenant, ça se compte par centaines ou par milliers. J'ai déjà parlé d'une certaine distance et des critiques que j'ai avec le régime iranien. Enfin, le régime, enfin, le tarif, je sais pas comment il faut les appeler du coup. Mais c'est pas le propos, ça c'est une histoire que beaucoup. Enfin, oui, je pense que peut-être que je dois encore le répéter pour pas mettre un doute là-dessus. Je pense que beaucoup d'Iraniens souffrent effectivement d'une mauvaise gestion interne et des peut-être injustices, d'une corruption, d'une certaine violence que tu peux quand même subir si t'es pas si t'es au mauvais endroit, au mauvais moment, te faire choper par un extrémiste qui te mène la vie dure, avoir tout plein de problèmes. Ça existe et puis ça, on peut pas l'ignorer. Donc on va pas. Mais si je l'ai dit, c'est pour dire que malgré tout ça, je prends la défense de la République islamique face à l'ennemi étranger. Parce que nos problèmes, c'est nos problèmes. On va y arriver de nous-mêmes quand il faut. On attend beaucoup du régime, moi, qui trouve des solutions lui-même. Je veux dire, et puis, ou alors si par étape par étape, qu'il y ait des changements qui se mettent en place pour que finalement on arrive à résoudre les problèmes qu'il y a. Mais en tout cas, on a peu parlé de cette partie-là parce qu'on voulait surtout parler de la violence des attaques contre l'Iran. ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que la solution, elle ne peut pas venir de l'extérieur. Les États-Unis, ils ont eu une forme d'animosité, pour pas dire pire que ça, d'animosité vis-à-vis de l'Iran de tout temps. Que ce soit à l'époque du Shah jusqu'à maintenant, peu importe le type de gouvernement qu'il y a eu. Et ça me fait penser à cette phrase, je me souviens plus qui a dit ça, que les États-Unis n'ont pas d'amis, ils n'ont que des esclaves. Et c'est peut-être ça derrière, c'est que faut pas attendre la solution d'un gouvernement qui est aujourd'hui en train de bombarder des civils en Iran. Il faut que la solution, effectivement, elle vienne en interne du peuple iranien lui-même. Merci à M. Trump d'avoir un petit peu, nous avoir un peu aidé finalement à dévoiler ce que c'est que les États-Unis maintenant, même face aux Européens, aux Canadiens, à tous ces fameux alliés des États-Unis, parce que on se sentait un peu seul à crier au Louvre en disant, mais en fait, États-Unis, machin, et puis après, ici, il y avait toute une autre image. Maintenant, il l'a mis vraiment au jour, sans aucune complexe, on va dire, ce côté impérialiste et arrogant des Américains, même face à leurs alliés européens et canadiens et de ces. En parlant des autres alliés, justement, quel regard tu portes aujourd'hui sur tous ces politiciens occidentaux ou même les institutions telles que l'ONU et
Est-ce qu'elles ont toujours un sérieux à tes yeux ou Non, absolument pas. Par contre, bon, bah, j'imagine que la solution devrait quand même venir de là. Mais comme c'est aujourd'hui, ça marche pas. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire parce que je suis pas un expert. Mais il faudrait arrêter avec ces systèmes archaïques de l'ONU tel qu'il le Conseil de sécurité, etc. Le droit de veto. privilèges? Je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Bah, tu peux pas soumettre la levée du droit de veto au même conseil qui va poser son veto. Donc, il faut bien que, à un moment donné, tu changes le système pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses. Après, tu me diras, même s'il n'y a pas les droits de veto, etc., finalement, c'est une histoire de pouvoir. Et l'ONU n'a pas d'armée. Donc, je veux dire, tu t'as beau condamner un pays ou lui interdire des trucs, s'il a l'armée et les puissants, il le fera. Les États-Unis ne veulent même pas faire partie de l'ONU et tout ça, parce qu'ils s'en foutent. Ils ont leur pouvoir. Donc, on n'y arrivera pas forcément que par ces voies-là, mais honnêtement, c'est très difficile à voir comment on va s'en sortir. À moins qu'il y ait aussi, euh, chacun son tour, une révolution aussi un peu dans ces pays-là. Je veux dire, je pense ce serait pas dénué de sens qu'il y ait un jour une sorte de révolution aux États-Unis, une révolution, comme tu disais, les Gilets jaunes en France, parce que il y en a marre de ces guignols, quoi. Je me souviens que j'avais lu quelque part l'idée que tu ne détruis pas un système en t'opposant à lui ou en essayant activement de le détruire. Tu le détruis en construisant sans avoir besoin de ce système. Et je me demande, bah, je suis pas expert non plus, je me demande est-ce que c'est pas ce que sont en train de faire les BRICS, par exemple? Il y a comme un système parallèle qui est en train de se construire. Est-ce que la solution de cette ONU qui est devenue inexistante, Oui, inutile, c'est pas de créer quelque chose d'autre à côté c'est et ça. petit à petit, bah, résoudre ce problème nous-mêmes, en Je fait? pense qu'il y a pas mal de pays qui font la queue pour entrer dans le BRICS. Ouais. Euh, effectivement, je suis d'accord avec toi. Par contre, ils n'ont pas eu le courage de leur monnaie unique pour l'instant. Pour l'instant, ce serait quelque chose de révolutionnaire. Ouais. Les Brésiliens, Indiens ont refusé parce que, à dernière minute, parce qu'ils ont eu peur des conséquences face aux Américains. Ils font trop de... Alors que les Russes, Iraniens, Chinois, ils ont pas de problème avec ça. Au contraire. Ils sont déjà en conflit avec les Américains. Donc, enfin, On arrive à la dernière partie du podcast. Peut-être terminer, ouais, sur quelques messages et recommandations. Alors, tu es citoyen suisse. Quel message tu aimerais adresser aujourd'hui aux journalistes, aux politiciens suisses, notamment au Conseil fédéral? Si tu pouvais leur transmettre un Peut-être, message. Oui, Maurice. pardon, j'interromps, mais peut-être juste avant de passer à ça, juste terminer, parce que tu avais commencé par expliquer ce que tu avais vécu, c'était à Téhéran, et donc juste continuer là-dessus, et puis comment tu es retourné à Genève finalement. ah oui, bon, bah, Et est-ce que tu as eu de l'aide de l'ambassade? non, alors, oui, donc, bon, moi, si j'étais en Iran, c'était pour rendre visite à ma mère et mon frère. Et donc, au début, j'étais content d'être là avec eux parce que j'aurais été beaucoup plus mal à l'aise qu'une guerre éclate en Iran et que moi, je m'en sois. Donc, je suis resté avec eux quand même une semaine. Et puis après, bon, bah, il fallait bien que je rentre et je voyais que le risque d'être, on va dire, de se faire exploser par une bombe n'était pas si grand pour la population. Et puis, de toute façon, il fallait que je rentre. J'ai commencé à chercher des solutions. Tout le monde me disait contacte l'ambassade suisse ou alors la DFAE, etc. Mais bon, la vérité était que les vols étaient tous annulés. Il n'y avait plus de vols, mais les frontières terrestres restaient ouvertes. Donc, tu te dis, bon, pour l'instant, je ne vais pas demander l'aide à qui que ce soit si je vais essayer de sortir par la route, ce que j'ai fait. Donc, un voyage beaucoup plus compliqué que prévu, finalement, juste un simple vol. Donc ça s'est transformé en 3 jours pour aller à l'Azerbaïdjan iranien, puis après à la frontière turque, et quelques villages à Turquie, après Erzurum, et finalement euh, Istanbul et Genève. Euh, un peu compliqué à organiser sur un fond de guerre, et un peu de panique pour certains. Beaucoup de gens qui prenaient la même route, qui étaient majoritairement des gens qui, effectivement, comme moi, vivaient à l'étranger et
qui étaient en train d'essayer de rentrer au plus tôt. Moi, j'avais l'avantage d'être seul avec mon petit carry-on, donc j'ai pas eu beaucoup de problèmes d'organisation. J'étais pas condamné à subir les grands, enfin ceux qui veulent profiter de la situation pour te vendre des billets très chers ou te mettre un peu dans le stress de payer trop cher ou alors de payer des pots de vin. Il y en a qui se sont fait euh, un peu arrêter à la frontière sous prétexte que leur passeport manquait 15 jours de validité pour arriver à 6 mois, il faut au minimum 6 mois, etc. Mais tout ça, c'était une histoire de corruption et de pots de pain. Donc moi, je n'avais aucune pression ce jour-là, donc je prenais mon temps et à chaque fois, je n'ai pas eu de problème à trouver les solutions pour des gens qui sont encore d'accord de t'amener au au prix correct, etc. Donc il y a quand même, on va mettre ça sur le compte de, parce qu'il y a quand même pas mal de solidarité dans le pays, etc. Il y a des profiteurs comme partout qui essaient de profiter de la situation, mais après, sur ce trajet-là, il y a un truc aussi qui m'a un peu déçu, c'est mon arrivée en Turquie. J'avais quand même un peu l'impression que je me mettais à la place de ces Turcs qui le voient arriver et puis qui se disent: «Bon, bah, ils sont en train de fuir, l'attaque israélienne» et puis qu'on aurait peut-être un certain accueil plus chaleureux de leur part. Mais en fait, non, j'ai rien vu de tout ça, j'ai rien ressenti. Je pense qu'ils nous regardaient d'un œil, un peu méprisant, déjà au niveau de leur, garde-frontière. Puis après, aussi au niveau de tous ceux que j'ai croisés, le chauffeur, le truc et cetera. Personne qui m'a montré la moindre sympathie ou, parce que, en apprenant que je venais d'Iran et cetera. Alors que je m'attendais, c'est un pays musulman quand même, à ce qu'il y ait des gens qui disent: «Ah ouais, tu es comment? Bien, ah, ce salopard d'Israélien», ça, mais j'ai rien entendu de la sorte. Et ça m'a fait mal, heu, surtout en pensant que ces gens-là avaient aussi une mauvaise image de la République islamique. Donc c'est pas que, heu, à l'intérieur du monde occidental qu'on trouve ce genre de regard. Je pense que dans les pays arabo-musulmans, il y a aussi pas mal de gens qui ont une image négative du régime iranien. Ce qui me rassure un peu sur cette même thématique-là, c'est les réactions qu'on a eues sur les réseaux sociaux de beaucoup de non-iraniens qui avaient peut-être une image très négative de l'Iran, mais qui ont totalement changé d'opinion les récents jours, bah, à cause de cette résistance que l'Iran a, a opposée à l'entité sioniste. Et ça, moi, ça m'a rassuré. L'idée que les gens peuvent changer d'avis, ils peuvent se débarrasser de cette haine euh, parfois déraisonnable de tout un peuple euh, suite à un mouvement de résistance comme ce qu'il y a eu en Iran. Ça m'a rassuré. Même si apparemment ton vécu sur place était négatif, ce que je vois en ligne, ça donne un peu d'espoir quand même. Oui, je pense qu'il y a l'opinion, on dit l'opinion arabo-musulmane, il y a beaucoup de gens aussi qui défendent l'Iran, surtout que c'est un peu les seuls sur scène pour défendre les Palestiniens. Oui, il y a des deux, mais moi je suis tombé sur ceux qui. Mm. Si on passe au dernier segment du podcast, donc avec allez, un ou deux messages qu'on pourrait adresser au public. Le premier, ce serait le message que tu voudrais adresser en tant que citoyen suisse à, à cette classe de journalistes et de politiciens suisses et notamment au Conseil fédéral. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Bah, bon, Conseil fédéral, c'est un peu ce que j'avais dit, c'est que j'aurais bien voulu que dans leur condamnation de l'attaque israélienne à l'Iran, euh, qu'ils nomment le pays qui a utilisé des armes, parce qu'ils ont condamné l'utilisation des armes. Ils auraient pu juste rajouter Israël et puis j'aurais été content. Après, je pense, avec cette soif que on a maintenant à aller chercher la vérité partout sur les réseaux sociaux et autres, euh, on parle beaucoup du lobby juif partout et je me suis intéressé s'il y avait un lobby juif en Suisse et puis je suis direct tombé sur des émissions à ce sujet où il y a deux anciens diplomates suisses qui témoignent qu'il y a aussi un lobby juif en Suisse. Un lobby juif, c'est pas forcément de quelque chose d'illégal, c'est des gens qui
qui sont là pour un peu pousser, favoriser le business avec l'Israël, etc. Mais je trouve que, alors voilà, c'est pour dire que moi je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait des décisions, des mesures à un moment donné pour limiter au maximum, avoir interdire des échanges avec les Israéliens. Moi, en tant que Suisse, voilà, cette fois-ci, voilà, aussi iranien, mais je veux dire, voilà, moi je vois pas en quoi. Je, il faut être aussi raisonnable et réaliste. Les Suisses ne peuvent pas, par exemple, se mettre facilement les Américains sur le dos. Mais est-ce qu'on a ce problème avec les Israéliens? Est-ce qu'on a besoin des Israéliens? Je vois pas en quoi on devrait se plier aussi à ce tabou qu'il faut regarder des bonnes relations avec Israël, etc. Ils ne méritent pas d'avoir. Moi, je sais pas quel genre de mesure, mais oui, j'aurais bien voulu que nos autorités prennent des décisions qui montrent qu'on prenait la distance avec le gouvernement israélien à cause de ces actes et que ça ne reste pas impuni, comme on dit, de n'importe quelle sorte que ce soit. Réduire les échanges, à- à réduire j'imagine qu'il y a encore beaucoup de gens qui voyagent entre les deux pays pour même, je pense que les Israéliens sont présents au niveau armement, au niveau télécom, on en parlait tout à l'heure, au niveau plein de choses. Et puis, faudrait, faudrait leur faire des signes comme quoi, avec ce que vous faites, on peut pas continuer nos échanges, quoi. Et puis, on donne cette place à d'autres pays. Ah, c'est un message de courage et d'honnêteté politique. C'est-à-dire que les mêmes mots qu'on utilise en Suisse contre la Russie quand ils bombardent en Ukraine, pourquoi on ne l'utilise pas pour pour l'antitétionnisme quand elle bombarde l'Iran. Donc faire preuve de voilà d'honnêteté intellectuelle et politique. Et encore une fois, tout en restant réaliste, je pense, comme je disais, peut-être tu peux pas faire ça facilement avec les Américains, mais tu peux le faire avec les Israéliens, j'ai l'impression. Je vois pas en quoi. Si on coupe tout avec l'Israël, je pense pas que la Suisse va se retrouver en grande difficulté. Non, bien sûr. Puis je veux dire, c'est en alignement avec ce qui a été fait dans le passé. Quand en Afrique du Sud, il y avait un apartheid, le monde entier s'est aligné pour boycotter, pour s'opposer à ce régime d'apartheid. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on le fait, ils le font très bien avec la Russie, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas non plus avec Israël? Donc c'est ouais, rester aligné avec ses propres valeurs. S'il y a un génocide qui est déclaré quelque part, s'il y a un apartheid qui est déclaré quelque part, et c'est le cas pour l'entité sioniste, c'est le cas pour Israël, ouais, il faut absolument que le gouvernement suisse soit honnête et s'aligne avec ses propres valeurs. C'est ça. Voilà. Après, la neutralité est toujours aussi une petite excuse pour ne pas trop Ouais. se prononcer. Est-ce que d'ailleurs le gouvernement suisse à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, est-ce qu'ils avaient pris officiellement position ou pas? Je suis pas sûr de ces informations. Joker. Ouais. Juste pendant que je prends la parole, donc pour clarifier, donc il y a beaucoup de juifs qui sont contre Israël, contre ce que Israël est en train de faire. Donc je voulais juste préciser ce petit point. Donc quand on parle de lobby, c'est des lobbies pro-israéliennes en fait. Voilà. Ouais, bien sûr, c'est pas c'est pas des juifs en eux-mêmes qu'on parle. On voit beaucoup qui sont Oui. eux-mêmes, qui prennent des risques pour s'opposer à l'entité sioniste. En fait, avec nos réalités à nous, telles que nous les voyons, les faits, etc., on est d'accord que tout ça, ce que fait le gouvernement espagnol, c'est aussi le pire qu'il puisse faire face aux Israéliens et aux Juifs, quoi. Les Juifs, aujourd'hui, ils n'ont jamais été autant en difficulté de notre époque que maintenant, avec tout ce que font. Donc, et je pense que, par exemple, j'entendais ce genre de propos dans la télé iranienne, qui doit aussi, finalement, faire sa propagande et montrer un peu euh, ce qui va pas de l'autre côté, en disant que mais les Israéliens, s'ils pouvaient fuir le pays, ça se viderait Mmh. à vitesse grand V, mais ils avaient aussi les problèmes d'avoir les frontières. Alors eux, j'ai pas très bien compris, il y avait évidemment un problème il y avait plus de voile, mais en même temps, il semblerait qu'ils avaient fermé les frontières terrestres. Il restait plus que des frontières maritimes, etc. Et j'ai pas très bien compris pourquoi. Mais voilà, donc peut-être justement pour contenir un peu, pour pas que tout le monde
je pense que, en gros, en conclusion, c'est que oui, ils rendent pas, service aux Israéliens et aux Juifs avec tout ce qu'ils font. La deuxième partie du message, et pour terminer, ça serait plutôt cette fois un message à nos auditeurs de manière générale, donc pas forcément les politiciens, pas forcément les journalistes, euh, peut-être en particulier ceux qui hésitent encore à se faire une opinion sur l'Iran ou qui ne savent pas quoi faire face à toutes ces horreurs des agressions israéliennes. Que- Quel message tu voudrais leur donner à ces personnes qui sont un peu indécises, qui ne savent pas quoi penser de l'Iran? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bon, C'est sûr. Alors, exactement ce que je pensais. Visiter l'Iran. oui, merci l'Iran. Alors visiter l'Iran, je pense que, enfin, c'est pas une destination touristique, de malades où tout le monde, se rue pour aller en Iran. Parce que ceux qui vont en Iran cherchent autre chose, ne cherchent pas les plages et les bistrots, pour boire des canettes de bière au bord de la plage ou les filles en bikini. Mais ils vont en Iran pour, justement découvrir ce pays un peu mystérieux qu'on ne connaît pas très bien. Et puis tous ceux qui ont un peu ce genre de curiosité pour découvrir une culture, une population, et cetera, honnêtement, ils m'ont tous fait part de leur surprise, de l'accueil des gens surtout, et puis de voir un peu toutes ces images qui contrastent avec ce qu'on va raconter. Toutes ces choses-là rendent ce pays intéressant. Il y a des petits, c'est un pays avec beaucoup de sécurité également. Je veux dire, moi personnellement, je sais que si je veux aller un jour visiter, voyager en Mexique, au Brésil, j'aurais 50 000 craintes pour savoir où je peux mettre les pieds ou pas. Mais en Iran, normalement, t'as pas ce genre de problème. Sauf, bien sûr, il y a des exceptions, et puis bien sûr, il y a des mauvaises voitures aussi. Mais a priori, tu peux te balader à 3 heures du mat dans la rue à Téhéran, il se passera rien. Pas de problème de sécurité. De grands problèmes de sécurité, il y a des faits divers comme partout. Et puis, euh, ouais, après, quoi dire d'autre? Après, je pense on a tout ce qu'il faut si on veut connaître la vérité. Évidemment, on l'a répété, les mainstream ne reflètent pas la vérité, toujours. Mais on a tout ce qu'il faut avec ces réseaux sociaux pour s'informer soi-même et très vite arriver à nos conclusions. Je pense que là, on en découvre tous les jours. Je sais que ça devient, les algorithmes nous aident aussi. À peine ils reconnaissent son côté un peu, bah, celui qui cherche plutôt des, ce genre d'informations, ils t'en proposent 50 derrière, hein, et tu fais très vite découvrir. Euh, le dernier en date que j'ai découvert, je sais pas si vous connaissez, c'est une certaine Assal Rad. J'ai beaucoup aimé son, son, son jeu qui consiste à prendre les grands titres des journaux comme New York Times, et parce que elle dit très bien, les gens n'ont pas le temps de lire les articles, mais les titres déjà, c'est un peu, ça fait passer le message. Puis elle a plein dans sa page X, elle a plein d'articles comme ça de New York Times avec des grands titres où elle a bavé les mots en rouge comme un maîtresse d'école, et elle a mis le bon terme. Genre, et je sais pas, par exemple, euh, euh, quand tu mets des bons thèmes, tu te rends compte, c'est un jeu très intéressant. Je vous encourage d'aller voir. Tu vois un peu l'hypocrisie de ces titres de journaux qui ne disent pas les choses comme ils devraient le dire, qui ne parlent pas de massacre, mais de problèmes, qui ne parlent pas de ci, mais d'agression, mais de, je sais pas quoi, d'échanges, qui, ne- qui, ne- qui ne, qui ne parlent pas d'agression, mais de cibler des choses. On en revient au fameux sujet de la fabrication du consentement. Oui. Et comment on utilise les médias pour créer, manipuler l'opinion publique. Et là, pour le coup, pour une fois, je vais être d'accord avec Trump qui dit que bon, il y a beaucoup de fake news. Hein, quand on regarde leurs médias, ouais, effectivement, c'est beaucoup de grand n'importe quoi. Bon, ce que je retiens
Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais aussi dire, par exemple, on cherche un peu désespérément des voix qui sortent à un moment donné, mais des gens un peu plus qui ont une certaine notoriété, qui ont une certaine portée. Et puis, par exemple, l'autre jour, on regardait la télé, je regarde très peu la télé, mais là, je suis tombé sur un. Tout d'un coup, j'entends le discours de Mélenchon euh, pour parler de génocide au Gaza, etc. Je dis, waouh, ils ont mis ça, tiens, ils ont bien. Là, on nous montre enfin un politicien qui a une notoriété, etc., qui parle avec une certaine, comment, sérieux et comme ça, d'un génocide il fallait absolument l'arrêter, etc. Je me dis, ah bah c'est bien. Ils s'y mettent quand même un peu, les mainstream. Mais en fait, juste après, c'était pour dire, la phrase après, c'était que Mélenchon commençait de plus en plus à franchir les lignes et qu'il se rapprochait de frôler l'antisémitisme, etc. En fait, c'était pour parler de ça qu'il nous avait mis le discours de Mélenchon. Alors que antisémitisme, hein, vous connaissez aussi cette histoire. Je veux dire, moi, c'est de nouveau une autre foutaise pour étouffer toutes les voix. L'autre exemple, c'est Dominique de Villepin, qui aussi a eu plusieurs fois ces discours où il disait faut arrêter un peu, mettre un peu, faut faire reculer les États-Unis, l'Israël, c'est plus acceptable, etc. Il n'y a plus rien, enfin, arrêtons, etc. Mais mais je sais pas, quand j'en parle à mes copains français, ils aiment ni l'un ni l'autre. Donc pour eux, c'est ni Mélenchon ni De Villepin sont tout de suite catégorisés. Et en fait, j'ai l'impression que ils ont pas encore fait, ils veulent pas faire ce pas. Ils veulent pas faire ce pas pour mettre euh, les Israéliens dans le camp des méchants. Comme ils l'ont fait très facilement avec Poutine, tous ces mêmes copains. Quand tu parles de Poutine, c'est un méchant. Et là, on peut rien voir de mal, voilà, c'est les méchants. Mais non, avec les Israéliens, t'as beau dire machin, ouais, tous ceux qui défendent ce côté-là, je sais pas, j'ai l'impression que ils ont rien à cause Les États-Unis ont quand même sanctionné des juges de de la Cour pénale. ouais, Euh, et pour avoir émis un mandat d'arrêt contre Netanyahu. Ouais, un comportement de mafieux. Ça, en fait, je suis en train de me dire peut-être une des raisons qui explique pourquoi nos gouvernements en Europe ou en Occident de manière générale ont tant de mal à pointer du doigt l'entité sioniste d'Israël. C'est parce qu'en fait, quand tu cherches vraiment le fautif, c'est même pas tellement sur Israël qu'il faut pointer le doigt, c'est sur nous-mêmes. Et c'est difficile de dire au monde parce que c'est quoi Israël? Au final, c'est une création par l'ensemble de l'Occident qui s'est allié pour créer cette entité-là. Donc, il faut être capable de se regarder dans le miroir et dire ouais, mais c'est nous en fait le problème, c'est nous la faute, c'est nous qui avons qui avons créé cette entité et qui la maintenons en vie par perfusion constante. C'est peut-être là où se trouve la vraie difficulté de nos gouvernements, c'est d'être capable d'être vraiment juste et de dire c'est nous qui avons causé mais ce problème-là. c'est tout à fait d'accord. C'est comme je disais un peu au début, que je pense que cette question refait surface. Maintenant, on revient sur cette question au fond, c'est quoi ça n'a pas de sens d'avoir créé cette. Alors, les gens, enfin, comment dire, on va pas aussi loin normalement. On va dire, bon, bah, ce serait bien le moment que l'État de Palestine voie le jour. Moi, tous ces grands, cette liberté bafouée. Euh, Ça avait commencé beaucoup avec Dieudonné. Moi j'adorais ce que disait Dieudonné et je pouvais pas le dire parce que tout le monde de nouveau, me faisait une petite illusion en disant waouh, 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 tu vas trop loin. Je disais, mais non, moi, tout ce que dit Dieudonné, j'adore. Il le dit évidemment avec un peu de virulence et de. Oh la casse. Mais il disait très bien dans ce regard, il dit, dis donc, c'est quoi cette histoire de terre promise? Mais qui c'est qui vous a promis ça? Et puis qu'est-ce qui vous a promis d'autre, etc. Mais c'est exactement ça, c'est de la foutaise. Il n'y a pas de terre promise. Alors peut-être que certains de ces gens-là vivaient aussi là-bas, mais qui restent, il n'y a aucun problème. Personne ne veut foutre les Juifs loin de cette région s'ils y habitaient.
Mais qu'est-ce que c'était cette solution de vouloir donner ces terres-là, de les prendre de certains pour les donner à d'autres et puis peut-être que ça leur semblait une bonne idée au départ, mais ça fait quoi? 80 ans qu'on en est là, ça fait que problème sur problème. Arrêtons ce truc-là. Et comme c'est les Anglais qui ont eu cette bonne geste de volonté, je pense bien que c'est heureux. Bah, comme ils disaient eux-mêmes, ils peuvent peut-être les accueillir volontiers chez eux, en partie en tout cas. Puis moi, je dirais, il y avait beaucoup de Juifs en Iran. Ils sont aussi un peu partis, mais il y en a aussi qui sont restés, qui viennent s'installer aussi dans nos pays. Il n'y a aucun souci. Je veux dire, personne n'est contre les Juifs. C'est un des points. Vous en avez beaucoup aussi au Maroc, plein de Juifs partout, et ça n'a jamais causé de problème. C'est un des points essentiels de la propagande sioniste, c'est de dire que quelque part, ce seraient les pays musulmans qui maltraitent et qui détestent les Juifs, alors que quand on regarde l'histoire, pas du tout. Les Juifs, ils ont vécu en Palestine en totale cohabitation avec les chrétiens et les musulmans pendant des siècles. Quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale et le génocide qui a été initié par l'Occident, les Juifs, ils ont trouvé refuge dans les pays musulmans, dans les pays au Maghreb, ils ont trouvé refuge en Palestine. Quand on regarde aujourd'hui le plus grand foyer juif, est-ce que c'est pas justement l'Iran où où on trouve le plus Il y en de... avait beaucoup, mais Je sais pas les chiffres, mais c'est pas, ils sont pas rejetés du tout de cette région-là. Alexandre Adler, je sais pas s'il est toujours en vie, non, c'est un bon journaliste. Lui, il était juif, il a dit, moi, c'était pas les Turcs qui m'avaient accueilli, qui avaient accueilli ma famille. Donc il dit, il faut arrêter de cracher sur ces musulmans et tout ça. C'est eux qui m'ont sauvé la vie à moi et à ma famille, parce qu'ils nous ont accueillis et tout. Non, c'est vraiment que derrière le message, c'est un message de résistance, pas face aux Juifs, face au colonialisme et au sionisme. Et ça, c'est important de le dire et de le redire pour que les gens ne fassent pas la confusion entre juifs et sionistes. Deux choses qui ne sont pas du tout les mêmes. Ce que je retiens de ce que tu nous as donné comme conseil aux auditeurs, donc c'est deux choses. La première, c'est essayer de creuser dans les médias alternatifs, ne pas se contenter des médias mainstream. S'ils veulent en savoir plus sur la vérité, voilà. Ouais. Et le deuxième, donc c'est ose voyager en Iran, ose aller découvrir les Iraniens eux-mêmes sur place. Et je pense que c'est un bon conseil parce que beaucoup de la haine et de la peur de l'autre, elle vient souvent de l'ignorance de l'autre. Et c'est un très bon moyen de guérir cette ignorance, c'est d'aller au contact de l'autre et d'aller justement voyager chez l'autre. On arrive à la fin. Merci infiniment pour ton témoignage, pour avoir donné ta perspective sur le sujet. Merci bien.